Pour cette dernière session de ce colloque consacré au génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, je vais attendre que tous les élèves s'assoient sagement pour cette dernière session. Alors, le dernier thème de cet après-midi, sortir du génocide, va traiter de sujets qui sont de prime abord presque naturels aujourd'hui lorsqu'on travaille sur des violences de masse et en particulier des génocides. Ça veut dire la question judiciaire et la question de la mémoire. Je veux juste rappeler, puisqu'après tout c'est le centre de la mémoire d'Oradour qui est notre hôte et le copartenaire de ce colloque, que ces deux éléments qui paraissent aujourd'hui naturels sont un héritage quand même de la Seconde Guerre mondiale, et que cette idée qu'il faille juger les criminels de guerre ou les criminels contre l'humanité ou les génocidaires, le Rwanda étant cette particularité que c'est après le Rwanda qu'a été jugé pour la première fois de manière effective un crime de génocide, eh bien on est dans la filiation, si je puis dire, dans l'héritage, y compris de ce qui n'a pas été fait après la Seconde Guerre mondiale. Alors pour ce faire, je vais introduire très rapidement, parce que là nous allons être assez sévères sur l'horaire, puisque nous devons terminer impérativement vers un peu avant 18h. Je vais vous présenter donc Timothée Brunet-Lefebvre, qui est en master à l'École des hautes études en sciences sociales, qui travaille avec Stéphane Audouin-Rousseau. Je vais faire juste un petit commentaire qui vaut d'ailleurs également pour l'intervenant précédent, Florent Piton. Je suis assez frappé, pour n'être plus un tout jeune, de la précocité des chercheurs sur le sujet. Et j'avoue que ça me rappelle un peu la situation de l'historiographie de l'occupation lorsque j'ai commencé ma carrière. Nous étions assez jeunes à commencer, c'est-à-dire il y a visiblement une école historiographique qui est en train de enfin, nous avons aujourd'hui pas mal d'éléments. Et je vous présente également Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un jeune chercheur récemment initié à la question du Rwanda. Alors, bon, blague à part, c'est directeur d'études à l'EHESS, qui a été l'un de ceux qui, précisément, à l'école d'autres études, a initié une nouvelle école historiographique. Et donc, je leur laisse la parole respectivement pour environ 25 minutes. Donc l'un sur la question du génocide des Tutsis face à la justice pénale internationale, et Stéphane Audouin-Rousseau pour la mémoire du génocide des Tutsis. Merci Henri Rousseau. Bonjour à tous. Comme vous l'avez remarqué, cette table ronde sur la sortie du génocide reste sur un point d'interrogation qui, je crois, est assez essentiel pour parler de la question de la justice dans l'après et de ce que la justice du génocide des Tutsis du Rwanda révèle en réalité du génocide et de sa durée dans le temps et de sa continuité aujourd'hui encore. De ce fait, je vais revenir dans un premier temps sur ces différentes justices qui ont été instaurées et organisées pour juger le génocide des Tutsis. Bien sûr, on a parlé très longtemps aujourd'hui des Gacaca, donc ces tribunaux au Rwanda, qui se sont accompagnés d'autres procès réguliers dans des cours sur le territoire rwandais. On peut parler aussi des procès qui ont eu lieu à l'étranger, en France, récemment, en Belgique, au Canada, dans des pays européens. Et enfin, au sein du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été fondé avec la résolution 955 de l'ONU le 8 novembre 1994. Pour faire un bilan du TPIR, on peut déjà constater que le TPIR a fait 93 mises en accusation pour 62 condamnations et 14 acquittements. Ce bilan a été beaucoup critiqué pour le constat qu'il a fait du génocide et le récit qu'il en a dressé. On peut par exemple citer le très tardif constat judiciaire du génocide des Tutsis du Rwanda comme un fait en juin 2006, et donc le procureur n'avait pu en apporter la preuve dans certaines procédures, mais aussi l'acquittement du chef d'entente dans le procès du colonel Bakosoa, accusé d'être le cerveau du génocide, dans son jugement en 2008. Le tribunal ayant jugé que le procureur n'a pas apporté la preuve de la planification. On peut qualifier d'un côté des grands procès, des procès qui ont été ceux des médias, ceux des membres du gouvernement intérimaire responsable du génocide, et de l'autre côté, on peut le dire, des procès d'accusés, disons, mineurs, comparément à ces grands accusés du gouvernement et de l'armée.
C'est dans ces procès mineurs que je crois on peut mettre la figure du prêtre Athanase Seromba, qui a été jugé au TPIR entre 2002 et 2008. Athanase Seromba, qui était en avril 1994 l'abbé remplaçant de l'église de Nyangé, à Nyangé où, comme partout au Rwanda, comme Hélène Dumas vous l'a très bien décrit, les Tutsis ont trouvé refuge dès le 7 avril pour se protéger des forces génocidaires. À Nyangé, dans cette petite paroisse de l'ouest du Rwanda, dans la commune de Kivumu, à partir du 10 au 13 avril, des premières attaques sont essuyées par les réfugiés qui parviennent à résister aux attaques jusqu'au 16 avril, date fatidique où l'abbé Athanase Seromba ordonne la destruction de sa propre église par un bulldozer qui était aux environs, destruction qui, après 6 heures, aura fait plusieurs centaines de morts. Le bilan des Tutsis assassinés à Nyangé est environ au nombre de 2000. 2000 personnes dans ce pays, une fois encore, comme Hélène Dumas vous l'a bien décrit, résolument chrétiens et catholiques. Bien sûr, dans le traitement médiatique et dans la perception qu'ont eu les acteurs sociaux du rôle d'Athanase Seromba dans le génocide, il y a une forme de stupéfaction. Une stupéfaction qui est propre à la réaction face aux violences de masse, mais surtout face à cette violence quand on pense à des génocidaires que l'on peut qualifier d'atypiques. Des génocidaires qui ne correspondent pas au profil type du tueur, au profil type de l'assassin, et qui représentent aussi un renversement des normes, des représentations, des cadres moraux et des cadres sociaux. Cette inversion pour Seromba, on la retrouve même qualifiée dans un article de 2001 dans Marianne, qui dit de Seromba qu'il est un démon en soutane. Cette inversion, on la retrouve pour d'autres accusés du TPIR, et tout au long du génocide, ou du moins du regard qui a été porté sur le génocide, sur le moment et dans l'après, avec le cas qui a été énuméré tout à l'heure de la ministre de la Famille, Pauline Nyamasuuko, qui a appelé au viol des femmes Tutsi, mais aussi le rôle du docteur Takilutimana Amugonero, médecin qui a utilisé de son influence pour mener ses patients à la mort. C'est donc face à cet impensable que beaucoup d'acteurs sociaux se retrouvent, et nous-mêmes, en tant qu'observateurs extérieurs, nous nous retrouvons. Néanmoins, je ne crois pas que l'on puisse dire, comme l'ont bien montré les précédents intervenants, que le génocide a été un moment d'anomie, que le génocide aurait, dans la participation, aboli la société qui l'a engendrée, la société d'avant, la société rwandaise en tant que telle. Et c'est ici, je crois, que tout l'intérêt de l'étude d'un procès et tout l'intérêt du travail du droit se montre pour un chercheur. Dans le procès, il y a en réalité deux face-à-face qui peuvent nous intéresser. Bien sûr, un face-à-face entre des Rwandais, entre d'un côté un accusé, de l'autre côté les témoins, et dans ces témoins, des rescapés, mais aussi des tueurs qui parfois disent regretter leurs crimes, et d'autres non, qui les assument. Et aussi un deuxième face-à-face qui est d'autant plus intéressant, qui est celui d'une communauté rwandaise qui se retrouve face à une communauté, disons-le, cosmopolite, dans un tribunal pénal international doté de professionnels du droit qui sont tout à fait étrangers au génocide et étrangers au lieu du génocide, ainsi qu'à la langue du Rwanda. Dans le procès, en fait, on peut trouver une forme de dévoilement de cette société rwandaise dans l'avant-génocide, dans le génocide et même dans l'après. Le procès, d'une certaine manière, on peut dire qu'il rappelle, dans le sens où les professionnels du droit essayent de retrouver le crime qu'ils essayent de juger, ici la paroisse de Nyangé et le rôle d'Athanase Seromba. Il remémore aux témoins leur vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont traversé durant la période du génocide et ce qu'ils ont vu, mais aussi il rejoue, car dans le cadre d'une procédure au TPIR, nous sommes sous une forme de droit qui est apparentée à celle de la common law américaine, où il n'y a pas de partie civile, mais où il n'y a d'un côté un procureur et une défense, qui sont dans un véritable face-à-face. Ce n'est donc pas seulement l'accusé Seromba que l'on voit au prétoire, mais le père Seromba qui comparaît au tribunal, un prêtre qui même s'affiche avec son col romain à chaque audience de son procès. De fait, nous allons essayer d'observer ici, d'une certaine manière, ce que le droit fait au génocide et ce que le génocide en retour fait au droit, dans ces interactions entre des Rwandais et des professionnels du droit, et à travers cette question religieuse qui va se révéler et se montrer dans toute sa clarté au prétoire, qui nous permet de mieux comprendre le déroulement du génocide au niveau de la paroisse de Nyangé.
Je vais dans un premier temps revenir sur ce qu'on peut peut-être appeler l'histoire de l'affaire Athanase Seromba au TPIR. Une histoire qui commence avec la fuite de l'accusé qui, en juin 1994, quitte le Rwanda pour se rendre au Zaïre. On retrouve Seromba 3 ans plus tard. On ne sait pas ce qui s'est produit entre 1994 et 1997. On le retrouve à Nairobi, au Kenya, ou au consulat d'Italie. Il fait une demande de visa pour quitter le Kenya et rejoindre Rome sous une nouvelle identité, l'identité du père Sumba Bura, qui serait né au Zaïre dans les années 60. Sa demande de visa lui est accordée. Il arrive à Rome le 27 avril 1997 et il parvient à se réintégrer dans une de ses organisations paroissiales en devenant le prêtre de la paroisse de San Moro a Signé, à côté de Florence, à partir de 1998. Il mène alors une vie normale de prêtre qui, d'une certaine manière, il retrouve en Italie. Mais en novembre 1999, l'ONG African Rights publie son bulletin d'accusation contre Athanase Seromba et va révéler que l'évêché a protégé le prêtre, ou du moins n'a pas cherché à chercher son passé et à enquêter sur le prêtre en question. Les journalistes vont affluer à la paroisse pour des entretiens. Sumba Bura, qui conserve ce nom, va nier en bloc. Les choses vont s'accélérer le 8 juin 2001, alors que Carla Del Ponte, qui est procureur général du TPIR à l'époque, va mettre en accusation Seromba. Au même moment, l'Italie, sous ses pressions, va préparer l'extradition du prêtre, ce que légalement l'Italie ne peut pas faire avant 2002. Mais le 6 février 2002, c'est Seromba lui-même qui se rend à Arusha, et une fois qu'il foule le sol de la Tanzanie, il est arrêté et mis en détention. Entre 2004 et 2006, c'est un procès en première instance qui est très difficile et très long. C'est 78 audiences laborieuses qui sont réparties sur plusieurs mois et qui ne se suivent pas. C'est une défense agressive face à laquelle le procureur va se trouver, une défense qui va mener la charge contre les témoins de l'accusation qui seront tous qualifiés d'espions du FPR et j'en passe, mais aussi contre le tribunal dont ils vont contester la légitimité pour juger le prêtre. Mais avant même ces difficultés qui viennent dans le procès, du fait de cette agressivité de la défense qui va essayer d'obstruer le travail des juges, mais aussi de tenter un procès de rupture, il y a une autre difficulté en amont, qui est celle qui revient à ce deuxième face-à-face que je vous avais décrit en introduction. C'est qu'on voit au tribunal véritablement un décalage entre ce que les experts du droit espèrent pouvoir dessiner et décrire de la paroisse de Nyangé, du génocide tel qu'il s'est déroulé entre le 7 et le 16 avril 1994, et à ces témoins rwandais qui, eux, n'arrivent pas à satisfaire les attentes du droit, les attentes qui sont placées presque trop haut. Se fait véritablement, pour reprendre les termes d'Hélène Dumas, un choc ethnographique à la Cour, entre ces Rwandais qui connaissent le génocide, qui y sont familiers, et qui ne parviennent pas à le décrire face au questionnement des avocats des deux parties. Parce que, et c'est ça la plus grande différence qui rend peut-être inaccessible une partie du génocide au tribunal, c'est que Nyangé, pour les Rwandais, pour les natifs de Kivumu, n'est pas une scène de crime. Il n'est pas la scène qui essaye de délimiter le travail d'enquête judiciaire. Avant tout, Nyangé est pour eux une scène quotidienne, une paroisse, une église, un centre, un espace vécu qui ne se décrit pas dans les questions qu'on leur pose. C'est donc dans un procès très loin des lieux du crime, un procès où les témoins se trouvent parfois perdus, qui contraste tout à fait avec le travail, par exemple, ou les travaux qui ont été menés par les Gacaca, où était jugé à même les lieux du crime le génocide. En 2007, le père Seromba est condamné à purger 15 ans de prison. Ce dernier va faire appel de cette décision, ainsi que le procureur qui trouvera la condamnation bien trop légère. Il va y avoir un débat, et je crois que c'est important de s'arrêter sur ce point-là, un débat animé entre les juges de la première instance et les juges de la chambre d'appel sur le terme de la commission du génocide. Effectivement, en 2008, le jugement d'appel va condamner Seromba à une peine de prison à vie, car la chambre d'appel reconnaît à l'unanimité, à l'exception d'un juge qui d'ailleurs va se rétracter, que le père Seromba a bien commis le génocide, ce que la chambre de première instance n'a pas reconnu. Ce problème sur la question de la commission nous montre bien, et c'était le cas, que durant le génocide à Nyangé, le prêtre Seromba n'est pas devenu un tueur.
Il était un génocidaire, mais son action ne se limitait pas simplement au fait de tuer des Tutsis et de participer directement, du moins avec ses mains, à l'extermination des Tutsis de Nyangé. Son rôle était autre. Et pour comprendre que son rôle était autre, eh bien, il semblerait que le droit n'ait pas le vocabulaire, du moins, qui puisse rentrer assez dans les nuances de l'autorité que détenait Seromba sur ses administrés, sur l'autorité qu'il avait sur les tueurs, le rôle qu'il jouait d'accompagnateur auprès des tueurs et aussi dans le moment fatidique de la destruction de l'Église, mais aussi auprès des réfugiés Tutsis de l'Église qui continuent à faire confiance à leurs prêtres. Sur cette question de la qualification de la participation de Seromba, je crois que l'on voit que le cœur du génocide à Nyangé se joue véritablement à travers cette question religieuse, du rapport d'une paroisse à son prêtre, d'un prêtre qui se retourne contre ses fidèles Tutsis, comme je vais vous le montrer, et comme le décrivent à la barre les témoins qui vont essayer d'expliquer ce qui leur arrivait et comment le père Seromba s'est retourné contre eux. Il y a, je n'ai malheureusement pas le temps de vous décrire en détail ce qui s'est produit à Nyangé entre le 7 avril et le 16 avril 1994. Néanmoins, il y a quelques points qui, je pense, méritent des interrogations poussées et essayer d'analyser ce rôle si particulier de la participation de Seromba au génocide et de l'organisation des massacres à Nyangé. Tout d'abord, la question de l'Église. Nous l'avons dit, en 1994, les Tutsis rwandais, pour beaucoup d'entre eux, vont trouver refuge dans les églises. Comment expliquer le fait qu'ils prennent refuge dans les églises? Il y a, je crois, deux raisons. Tout d'abord, les vécus des massacres antécédents. Les Tutsis s'étaient réfugiés en 59, en 64, en 73, en 90, au cours de la décennie de la guerre civile, et avaient été protégés par l'Église. C'est cette utilisation d'un réflexe presque historique, du fait que ça avait fonctionné avant, qu'ils les font revenir à l'Église. Mais il y a une deuxième interprétation qui est ramenée par les témoins eux-mêmes, dans leurs mots au prétoire, qui explique qu'ils sont allés vers l'Église parce qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Et parce qu'au sein de l'Église, c'est la protection de Dieu qui s'exerce sur eux et qui les rend presque intouchables. Mais à cet argument de la croyance vient nuancer un autre argument, qui est celui de la conscience d'un interdit partagé. Les témoins répètent que les tueurs n'oseraient pas, ou du moins n'oseront pas, s'en prendre à l'Église, parce qu'il y a la conscience que les tueurs, eux aussi, sont chrétiens et appartiennent au même monde de la foi, un monde de la foi qui ne permet pas qu'on attaque une Église. Néanmoins, les Tutsis ne se sont pas seulement rendus à l'église de Nyangé de leur propre vouloir. Ils y sont aussi allés parce qu'ils ont été poussés par les autorités génocidaires de la commune à s'y rendre pour mieux les tuer. C'est un lieu clos, on sait le rôle qu'ont joué les lieux clos dans l'extermination des Tutsis rwandais. 11% des victimes du génocide périssent par ailleurs dans les églises. Et on voit qu'ici, pour ce faire, les génocidaires abusent de la confiance qu'ont les Tutsis en eux, dans les autorités, particulièrement Seromba, pour les faire venir à l'église. Ainsi, Seromba, dès le 10 avril, descend dans la commune de Kivumu, en soutane, et va rassurer les Tutsis qui ont été chassés de chez eux par les premières vagues de tuerie. Seromba, ici, on le voit, est en fait dans un double rôle, qui lui permet d'un côté de mieux atteindre les Tutsis, et en même temps d'organiser et de superviser les massacres à la paroisse de Nyangé. La confiance qui est investie en lui est autre que la confiance qu'ont les paroissiens dans le bourgmestre, dans l'inspecteur de police judiciaire, dans les militaires, comme ils le disent eux-mêmes. Le prêtre a une certaine aura. Il a quelque chose de plus que les autorités de la commune. Il y a une particulière affection, disent-ils souvent, un lien spirituel, un lien de communion entre eux et leur prêtre, toujours au possessif. Il y a un deuxième point qui est évidemment nécessaire à expliciter, c'est quel rôle exactement, dans les massacres des Tutsis de Nyangé, avant la destruction de l'église, Seromba joue-t-il du moins dans la convergence des notables de la commune, notables qui sont le bourgmestre, l'inspecteur judiciaire, le juge de canton, le chef du MRND local. Et je crois qu'il y a 4 points qui sont les plus importants. Tout d'abord que Seromba coordonne le lancement des massacres et leur déroulement dans sa paroisse, dans des lieux qu'il connaît mieux que quiconque et dont il est, d'une certaine manière, le propriétaire. Il est, comme dit un témoin, très justement, bourgmestre en sa paroisse. Ainsi, lors des très nombreuses réunions qui réunissent les notables, Seromba va avoir le dernier mot.
il va avoir les bons conseils et les bons mots pour convaincre les autorités de faire en sorte, du moins, que les massacres se déroulent d'une certaine manière et non pas d'une autre. Son rôle aussi est un rôle de délimitation. Un témoin raconte ainsi que Seromba, après l'attaque particulièrement meurtrière du 15 avril, où beaucoup de Tutsis parviennent à sortir de l'église. C'est mieux comme ça. Je suis un peu trop agressif avec le micro. Il va empêcher Seromba, après cette journée du 15 avril, où les Tutsis, certains Tutsis parviennent à sortir de l'église et à rejoindre le presbytère, il va empêcher les miliciens d'accéder au presbytère, arguant qu'il ne peut y avoir d'attaque dans le presbytère en attendant que tous les Tutsis de l'église soient délogés. Et qu'avant cela, il faut nettoyer, du moins la cour de l'église, juste devant l'entrée. Enfin, ce dernier rôle qui est absolument clé et qui, une fois encore, fait utilisation de la confiance que les Tutsis ont dans Seromba, c'est celui des subterfuges. Ainsi, alors que les réfugiés Tutsis ont trouvé le presbytère en sortant de l'église le 15 avril, du moins certains d'entre eux, Seromba va pénétrer dans le presbytère et se présenter à eux. Le premier réflexe de ces Tutsis sera de demander de l'aide, très naturellement, au prêtre. Et le prêtre va les rassurer, leur expliquant qu'ils n'ont pas à bouger et qu'il va aller chercher de l'aide pour les sortir de cette situation. Bien évidemment, ce sont des gendarmes qui vont trouver le chemin de ces Tutsis dans le presbytère. Véritablement, on voit là l'illustration la plus claire de comment les liens de sociabilité et de confiance sont retournés, comment ils sont détournés pour le génocide et dans l'extermination des fidèles de Tutsis de Nyangé. J'en viens enfin au cœur du génocide à Nyangé, celui de la destruction de l'Église, qui est un enjeu profondément religieux. Car la destruction de l'Église n'est pas seulement un choix, si on veut, opportuniste, après les résistances des Tutsis, qui sont en fait protégés par la très grande bâtisse qu'était l'église de Nyangé au moment du génocide. Avant même la destruction, avant même les premières attaques, le 13 avril 1994, Seromba va pénétrer dans l'église où il se trouve déjà plusieurs milliers de Tutsis. Seromba va traverser la foule, on va lui demander des messes qu'il va refuser pour se rendre dans la sacristie et retirer tous les objets consacrés. Il va ensuite sortir de l'église, et c'est ainsi que des fidèles vont l'interrompre, lui demander une messe, ne comprenant pas pourquoi il vient de pénétrer dans la sacristie. Il va leur répondre plusieurs choses. Tout d'abord, que le dieu des Tutsis est mort. Deuxièmement, que l'église est hantée par les démons. Troisièmement, qu'il ne peut, de ce fait, donner messe et donner sacrement aux Tutsis qui se trouvent dans l'église, qui sont ses fidèles au quotidien, qui sont des fidèles de l'église de Nyangé avant le génocide, qui sont des catholiques qui demandent à un prêtre, si on veut, de remplir son rôle de prêtre catholique, de leur accorder les sacrements qu'il est censé leur donner. On voit ici que ce à quoi Seromba s'adonne est en fait une forme de désacralisation de l'église de Nyangé en pénétrant dans la sacristie. Néanmoins, la profanation de l'église, Seromba la reproche aux Tutsis qui s'y trouvent, qui sont d'un côté assimilés à des démons, à une présence qui souille le caractère sacré des lieux, et de l'autre côté, en les séparant du peuple de Dieu, en proclamant que le dieu des Tutsis est mort, peut-être en référence à un dieu des Hutus, un dieu du peuple majoritaire, un vrai dieu, qui lui serait encore en vie, contrairement à celui des Tutsis. En rendant ainsi l'église profane, Seromba s'adonne à exécrer l'église dans les deux sens du terme, à en faire en sorte qu'elle ne soit plus une église pour les tueurs, mais aussi à jeter en dehors du peuple de Dieu ces chrétiens Tutsis, les fidèles qu'il avait l'habitude de côtoyer et qui ont gardé quasiment jusqu'au bout, jusqu'au 15 avril, confiance en leur prêtre, étant donné que ce dernier paraissait impensable qu'il puisse se retourner contre eux et qui bénéficiait de l'aura qu'avaient les prêtres dans une communauté si catholique. Enfin, le dernier point sur la destruction, l'ordre donné par Seromba de détruire l'église au chauffeur Kinamoumanzi qui est dans le bulldozer. L'ordre ne vient pas véritablement de Seromba, il vient des autres autorités qui vont ordonner au chauffeur de raser l'église. Mais le chauffeur va refuser, parce qu'il est impossible pour lui de détruire l'église de Dieu. Ainsi, ils vont aller dans le presbytère, ramener Seromba pour que Seromba puisse s'entretenir avec le chauffeur et donner son accord au chauffeur. En réalité, Seromba ne donne pas l'ordre au chauffeur du bulldozer, il l'autorise
à détruire l'Église, et vient même justifier la destruction de l'Église, en expliquant qu'une Église hantée par les Inyenzi doit être détruite, qu'il n'a pas à craindre la colère de Dieu, parce que les Hutus vont reconstruire une vraie Église qui ne serait pas prise sous la présence et sous la souillure des Tutsis, et donne ainsi une caution divine à ce témoin qui raconte à la Chambre pourquoi il a changé à plusieurs reprises de version dans ses témoignages. Il était censé venir pour accuser Seromba de génocide, mais en fait va venir auprès de la défense parce qu'il avait peur de ne pas s'assurer l'éternel, parce que la vie sur terre est courte et que se mettre en de mauvais termes avec un prêtre était de mauvaise aloi. Le cœur religieux de Nyangé ici nous permet, et je vais aller assez vite sur ce point, d'aborder la question religieuse en écho dans le procès. Parce que dans le procès, on retrouve constamment des références religieuses, constamment la bataille judiciaire est menée dans des termes liturgiques, dans des termes de dispute religieuse du sacré et de ce qu'est le christianisme face à Seromba. C'est toute une paroisse que l'on retrouve au prétoire, des paroissiens qui racontent les messes quotidiennes, qui racontent leur relation avec le christianisme, une vie, enfin du moins des vies qui sont marquées par les différents sacrements, le baptême, le mariage, puis même le baptême des enfants. Des gens qui ont passé toute leur vie auprès de cette paroisse et qui ont un rapport, disons-le, particulier avec leur prêtre. Leur prêtre qui n'est pas seulement un saint homme, comme tous les prêtres sont censés l'être, mais Athanas Seromba lui-même, qui est décrit comme étant un homme saint, un homme bon, un homme qui est très proche de ses paroissiens et en qui on peut avoir toute confiance. Aussi, le religieux revient dans des termes d'invocation et d'évocation. Certains témoins disent même que leur témoignage au TPIR n'a pas juste pour vocation d'accuser Seromba, mais de témoigner face à Dieu, de témoigner pour certains tueurs qui cherchent à se faire pardonner, qui disent venir dans une démarche de pénitence, que leur demande de pardon n'est pas formulée envers l'État, j'en cite un, mais envers Dieu, que cela, dit-il, peut être un geste positif pour Dieu et pour la vie éternelle. J'aimerais enfin, et je vais conclure sur ce point, revenir sur cet élément religieux qui apparaît encore plus fort avec la parole du père Seromba au prétoire. Seromba, en fait, ne parle pas durant tout son procès. Il ne va pas témoigner dans sa propre affaire. Néanmoins, à la fin de la procédure de première instance et de celle d'appel, on va lui laisser le droit de s'exprimer et il va tenir ces deux discours, du moins je vais vous en tirer des extraits, de discours qui se suivent, même s'ils ont 1 an d'intervalle, et qui sont très intéressants pour saisir peut-être le personnage Seromba et du moins cette omniprésence du fait religieux dans le procès, cette omniprésence religieuse qui est ramenée du génocide dans le procès. Ainsi, il dit au juge de première instance, avant son jugement, « Aujourd'hui, je suis accusé injustement d'avoir planifié, tué, fait tuer justement ceux-là même que j'ai aimé et encadré et que j'aurais aimé pouvoir protéger pendant les douloureux événements qui ont endeuillé mon pays. J'aurais aimé pouvoir vous dire ce qui s'est passé à Nyangé, car réellement, vous ne connaissez rien de ce qui s'est passé à Nyangé. Je souffre tant des événements eux-mêmes de n'avoir pas pu dire au monde entier la vérité de ce qui s'est passé à Nyangé. » Il va finir en disant au juge, « Madame le Président, honorable juge, je suis prêtre et je suis prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek, c'est écrit dans la Bible. Je crois en Dieu qui est le maître de toutes choses. Je crois aussi au Saint-Esprit, comme l'a dit le bâtonnier Monté, son avocat. Je requiers le Saint-Esprit pour qu'il vous guide dans vos décisions, afin que l'homme que je suis, innocent, puisse être libéré. » En appel, il va continuer un discours de ce même type dans l'évocation religieuse, mais va le pousser encore plus loin. « Quand j'ai choisi de devenir prêtre, c'était pour me consacrer toute ma vie à la population chrétienne et à tout le monde pour sauver l'homme, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et voilà, comme Jésus, je suis accusé. Je suis accusé. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il était sur la croix? Il a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Justement, que Dieu pardonne ceux qui m'accusent. Enfin, il va conclure. Je termine, Monsieur le Président et honorable juge, en vous rappelant que dans l'évangile de Matthieu, pendant que le procès de Jésus se faisait devant le Sanhédrin, présidé par le souverain caïphe, 2 faux témoins ont déclaré « Celui-ci a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Jésus a été crucifié. De la même manière, curieusement, il y a eu des témoins qui sont venus ici, ils ont dit « J'ai demandé au prêtre 3 fois, il m'a répondu 3 fois, détruisez cette église, on va en construire une autre. » C'est une fausse déclaration. 3 fois, comme on a demandé à Jésus 3 fois. 3 fois pour détruire l'église, comme on a demandé à Jésus 3
3 fois. Et je compte sur vous, j'espère en votre sagesse, Monsieur le Président, pour que je puisse être libre, pour que le monde puisse savoir que vraiment je suis innocent. C'est moi qui ai souffert. J'ai vu tout ce que vous n'avez pas vu. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai souffert. Je me sens vraiment meurtri et je regrette. Que Dieu vous garde et que sa volonté soit faite. Évidemment, ce discours de Seromba peut avoir l'air assez, du moins, peut amener à rire, quand on sait que Seromba a nié tout au long de son procès et nie encore aujourd'hui dans sa cellule sa participation au génocide. Néanmoins, à travers Seromba, on voit ici la force de cette évocation religieuse qui, je crois, si elle n'est peut-être pas sincère dans le cas de Seromba, l'est dans le cas des rescapés et des témoins qui ont traversé le génocide, on l'a bien vu, interroge religieusement leur survie. Je vous remercie. Merci Timothée pour cet exposé impressionnant où vous arrivez à analyser à la fois la scène de crime et le point de vue du principal témoin, c'est-à-dire l'accusé lui-même. Je passe la parole maintenant au jeune chercheur dont je parlais tout à l'heure, Stéphane Audouin-Rousseau, sur la question de la mémoire de ce génocide. Merci Henri pour ce vengebassement par des plaisanteries ridicules de celles que moi-même je profère constamment à son égard. Il est impossible, bien sûr, de traiter en 20 minutes de la mémoire et de l'intense activité commémorative qui s'est déployée au Rwanda depuis la fin du génocide des Tutsis rwandais. C'est d'autant plus difficile devant des rescapés, devant Jean, donc un des responsables à la CNLG. Mais il se trouve que, en fait, ce pupitre devait être tenu par quelqu'un dont on souhaitait beaucoup la présence ici, Marcel Kabanda, donc le président de l'association Ibuka, qui regroupe les rescapés vivant en France, mais Marcel Kabanda n'a pas pu finalement venir. Et donc, voilà, il fallait bien que quelqu'un un petit peu parle de cet après-coup du génocide qui nous préoccupe depuis déjà depuis en fait ce matin. J'ai choisi de me concentrer sur un seul point qui me paraît d'ailleurs essentiel, le développement de rituels funéraires donc très spécifiques au Rwanda depuis 1994, dans ce Rwanda de l'après-coup, depuis maintenant 25 ans exactement. La question touche bien sûr au rituel, pour une part au rituel d'enterrement en dignité, selon la formule consacrée au Rwanda, mais elle touche de manière apparemment contradictoire au déploiement d'une véritable monstration de la mort violente en 1994. Je vous en montrerai dans quelques images. Monstration des cadavres suppliciés, des ossements, monstration des vêtements des victimes, et donc une monstration extraordinairement directe, extraordinairement frontale, d'une grande dureté pour les rescapés eux-mêmes ou pour les visiteurs occidentaux, les chercheurs se rendant au Rwanda. Rappelons que nous nous trouvons, et ceci vient évidemment d'être très bien magistralement rappelé par Timothée Brunet, nous inscrivons au Rwanda dans le cadre d'une société chrétienne, où normalement, bien entendu, on enterre ses morts, une société qui reste encore aujourd'hui majoritairement catholique, elle était bien plus encore en 1994, et une société très éloignée de toute exculturation religieuse, comme on le dit dans l'anthropologie historique religieuse contemporaine, éloignée de toute sortie de religion, au contraire, une société caractérisée par une extraordinaire présence du religieux. Il est très important de ce point de vue que le religieux ait été évoqué dans le cadre de ce colloque. Alors se dessine, je crois, un paysage funéraire très original dans le cadre de la mémoire du génocide et de sa commémoration. C'est à travers lui que je voudrais essayer de tisser quelques grandes lignes avec une hypothèse. C'est que si la spécificité rwandaise de ce paysage funéraire rwandais post-génocide, si cette spécificité est très forte pour le sujet qui nous occupe ici, c'est qu'évidemment elle paraît liée à la spécificité même du génocide lui-même, entre avril et juillet 1994, pas besoin d'y revenir. Les exposés qui ont précédé, celui d'Hélène Dumas en particulier, vous a dit suffisamment de choses, en particulier sur la créativité meurtrière des bourreaux, sur la radicalité des pratiques de cruauté et surtout sur leur massivité, sur l'investissement massif
d'une grande partie de la population dans le massacre. À ces spécificités irréductibles du génocide des Tutsis rwandais de 1994 répond la spécificité de son après-coup. Je dois à Henri, ici présent, avec lequel j'entretiens un dialogue depuis de longues années, cette idée toute simple, mais évidemment déterminante, que se met en place, après, avec la victoire du FPR en 1994, se met en place un pouvoir issu du groupe cible, donc du génocide, avec les descendants des exilés de 59, de 63. Et donc un pouvoir qui trouve aussi dans ce génocide une part de sa légitimité politique. Et un pouvoir soucieux de commémorer le génocide dès 1995, obsédé par certains côtés, ce n'est pas une critique, obsédé par le négationnisme et donc désireux d'apporter la preuve du massacre. Et de l'apporter comment? De l'apporter par les corps. Ainsi, dans le cadre d'un processus commémoratif qui s'est mis en place dès l'immédiat après-coup du génocide, on assiste très tôt à une monstration des traces corporelles de la violence de masse et une monstration très originale, à mon sens, en termes de pratiques d'inhumation, d'exhumation, de réinhumation, de conservation, d'exposition des corps et d'exposition des vêtements. Au fond, on serait tenté de dire que le pouvoir au Rwanda, à partir de 1994, a pris au mot le colonel Bagosora, qui a joué un rôle si important dans la conception et la perpétration du génocide, donc arrêté en 1996, mais qui, dès septembre 1994, a pu s'exprimer et dire ceci, que l'on m'amène les corps de ceux que j'ai tués. Eh bien, on pourrait dire que c'est ce que le Rwanda a fait. Il a amené les corps de ceux qui ont tué. Alors ici, je voudrais m'appuyer sur d'abord un très bon article d'un de mes élèves, donc Rémi Cormand, sur l'état rwandais et la mémoire du génocide, paru dans le XXe siècle en 2014, et je vais y ajouter mes propres observations depuis 2008, et notamment les dernières datant finalement d'avril dernier, puisque j'ai eu la chance de pouvoir être invité donc, par la CNLG donc, à la 25e commémoration d'avril dernier. Ici, il me semble que ce qui me paraît très intéressant, et c'est vraiment au fond la question de la puissance surdéterminante des commencements, tout s'est joué dès 1994-1996, dès ces 2 années de l'immédiat après-coup, de la sortie en quelque sorte de génocide. On pourrait dire qu'il y a une sortie de génocide comme il y a une sortie de guerre. Au sortir du génocide, donc en juillet 1994, le Rwanda est considéré comme l'État le plus pauvre du monde. Les ministères sont paralysés, il n'y a plus aucun cadre administratif en poste, la diminution de population est massive, par le génocide d'une part, par l'exil des tueurs d'autre part et de leurs familles. Les seules structures qui subsistent, c'est finalement le FPR, plus exactement son armée, l'APR, l'Église catholique dans une large mesure. Et pourtant, dans ce cadre dévasté, le génocide des Tutsis rwandais s'est vu commémoré très tôt, dès le 1er octobre 1994. Et en à peine plus de 2 ans, un triple processus se met en place qui ne me paraît pas aujourd'hui achevé. Je parle bien d'un processus en cours et encore en cours de modification, de transformation. Premier point, en matière de pratique d'inhumation, la première cérémonie a lieu le 13 novembre 1994, 13 novembre, à Byumbu, près de Kigali, alors que le pays est encore un charnier à ciel ouvert ou couvert, dans les églises par exemple, où les corps n'ont pas encore été enlevés. On inhume en dignité les corps des victimes massacrées sur place dans le cadre d'un programme d'urgence d'inhumation en dignité piloté par le ministère du Travail et des Affaires sociales avec l'aide de l'UNICEF et de l'OMS. Et ce processus d'inhumation en dignité n'est pas achevé. J'ai pu assister le 30 avril 2017 à Kinazi, au sud de Kigali, 60 km environ à vol d'oiseau au sud, à une très grande cérémonie, dont je reparlerai, où ces inhumations en dignité collective, ce processus, au fond, se poursuit, était toujours donc en cours, était toujours opérant. Deuxième aspect de ce processus, parallèlement, à l'échelle individuelle, rescapés et réfugiés rentrés en 1994 se sont lancés dans une quête des corps de leurs proches. On a cessé de parler depuis hier de cette quête des corps, de ces corps, quête qui est inachevée aujourd'hui. Beaucoup de corps, on l'a dit également, et pour certains des
rescapés qui sont ici. Beaucoup de corps de leurs familles n'ont toujours pas été retrouvés. Et ces rescapés organisent des rites funéraires lorsque les corps en question peuvent être identifiés avec certitude par eux-mêmes, hein, donc à partir d'une série bien sûr d'indices à partir essentiellement de l'entour des corps. Donc des enterrements sur place avec commémoration à l'échelle micro-locale donc ont lieu dès le début en quelque sorte, dès le début de l'après-coup, hein, avec enterrement sur les parcelles familiales. Donc c'est toute une forme de réappropriation des lieux qui va avec la réappropriation des corps. Les cimetières publics sont généralement à ce moment-là évités. Mais très vite, dès le milieu des années 90, ces inhumations individuelles sont rendues de plus en plus difficiles, puis empêchées par l'État. Et au début des années 2000, celui-ci, l'État, choisit d'organiser des réinhumations en dignité au cours du seul mois d'avril, dans des nécropoles collectives, parfois immenses, comme à Kinazi. Hein, les familles sont incitées, puis tenues d'y inhumer les leurs. Et ce processus de regroupement n'est pas terminé. Donc à Kinazi, dont je parlais à l'instant, le 30 avril 2017, j'ai pu assister ainsi à la descente dans la crypte de 20 immenses cercueils, qui avaient besoin d'une douzaine d'hommes au moins pour pouvoir être portés. Après, descendu dans la crypte, construite à cet effet, après les prières, les dépôts de fleurs, puis l'écoulement de toute la foule présente, immense dans cette crypte, deux longs couloirs qui s'enchaînaient. Hein. D'un côté, dans cette crypte en forme de couloir, d'un côté les ossements, de l'autre les corps conservés, les ossements et les corps conservés d'un côté, visibles, de l'autre les cercueils, et puis la montée de cette foule sur la colline du massacre et une cérémonie de 4 heures devant 5000 personnes, alternant discours, témoignages et chants. Et ce qui m'a paru très intéressant dans cette cérémonie de Kinazi du 30 avril 2017, c'est qu'il ne s'agissait pas de la première réinhumation en dignité, mais de la deuxième. La première ayant été jugée comme trop sommaire. Car à Kinazi, en Haïti, il y a d'abord eu organisation de la disparition des corps par les tueurs eux-mêmes dans les immenses latrines très profondes qui se trouvaient sur le site, donc pendant même disparition des corps pendant le génocide lui-même, à quoi avait succédé une première exhumation dans l'après-coup, une première exhumation suivie d'une réinhumation, et puis en 2014 précisément, en 2014 nous y étions, Henri Rousseau en particulier, une seconde exhumation, suivie donc d'une seconde réinhumation, et puis en 2017, là, donc 3 ans plus tard, eh bien, une réinhumation supplémentaire, de nouvelles fosses communes ayant été découvertes dans l'année, et donc réinhumation de l'ensemble avec exigence ici de regroupement. C'est ainsi qu'une rescapée, par exemple, ramenée chez elle ce jour-là, le 30 avril 2017, a enterré en quelque sorte ses enfants pour la seconde fois. C'est une situation, vous voyez, très, très étonnante, très exceptionnelle. Troisième élément qui me paraît important dans le processus que j'essaye de décrire ici, c'est le fait que la première commémoration nationale du génocide a été organisée 1 an après donc le début du génocide lui-même, donc le 7 avril 1995 à Ribeiro, un lieu qui avait été envisagé pour un mémorial national du génocide près à Kigali. Et les familles des victimes participent à une cérémonie d'enterrement collectif dans d'immenses tombes creusées au préalable. Y sont placés des cercueils anonymes issus de fosses exhumées autour du centre hospitalier de Kigali. N'oublions pas que la capitale a compté très vite des dizaines de milliers de morts, mais le pouvoir local avait placé également très vite les victimes dans des fosses communes dès le début du massacre. Donc cercueil collectif, drapé à l'époque de violet, qui était la couleur du deuil, désormais laïcisée en gris, et 4 messes sont dites donc, dans ce processus, un processus qui se poursuit les années suivantes, ici à Gisozi, quelques photographies ici, issues d'ailleurs de la CNLG, donc un peu plus tardive, donc en 2000. Vous voyez ici cette massivité, cette massivité du meurtre collectif. On a parlé du meurtre de masse, mais ce sont des mots. Dès qu'on les voit en image, il s'agit évidemment d'autre chose. Vous avez voilà, ici, vous voyez,
Et ici, voilà, à Guisozy, voilà, ces immenses fosses emplies d'ossements. Il y a actuellement 253 000, si j'ai bien noté ce que me disait Jean, l'équivalent de 253 000 corps, donc à Guisozy, voilà, ici. Résumons donc l'acquis commémoratif de ce premier après-coup du génocide des Tutsis rwandais en termes d'inhumation, exhumation, réinhumation. Ce qui me frappe, selon moi, c'est l'ancrage précoce d'une pratique d'inhumation en dignité, après l'exhumation des corps de victimes le plus souvent anonymes, regroupés dans des cercueils collectifs, eux-mêmes placés dans des nécropoles également collectives. Et ce type de pratique se poursuit finalement encore de nos jours. C'est un processus qui n'est pas achevé parce qu'il y a toujours de nouveaux corps. À quoi s'ajoute, comme à Kinazi, le désir de mieux inhumer ceux qui l'ont déjà été, avec l'exigence de regrouper désormais dans les 7 nécropoles nationales que compte le pays. Ceci, vous voyez, c'est le cadre général, c'est un peu la généalogie de la question qui nous occupe. J'en arrive au second volet de mon propos, qui porte sur la dimension la plus innovante des pratiques funéraires du Rwanda de sortie de génocide. Et là, tout se joue le 7 avril 1996, date de la seconde commémoration qui a lieu à Murambi, près de Gikongoro, donc dans le sud du pays, dans un contexte politique compliqué, de dissension avec l'Église catholique, et dans un cadre de mimétisme mémoriel croissant avec la Shoah, avec Yad Vashem, alors que s'affirme l'idée d'un grand musée mémorial sur le site de Guisozy, devenu depuis le lieu du mémorial national du génocide. Donc ce 7 avril 1996, donc 2 années après le début du génocide, les corps des victimes sont exposés lors de la journée de deuil national. Il se trouve que, et là vous avez donc ce qui se... Voilà, et là je suis bien dans le segment chronologique, ces images correspondent au segment chronologique que je suis en train d'évoquer. 20 000 corps avaient été en effet exhumés, donc fin 95, début 96, par des associations locales de rescapés sur cette colline où se trouvait par ailleurs une grande école qui n'avait pas eu le temps de servir, mais qui avait servi de rescapés, de refuge aux Tutsis avant leur massacre sur place. Et donc la majorité de ces 20 000 corps est enterrée ce jour-là, mais 2000 sont conservés et exposés dans les salles de classe de cette école, qui avait été l'épicentre du massacre, après un traitement à la chaux, dont vous voyez ici le résultat en quelque sorte photographique. Puis ces corps vont être exposés ici sur des claies, je n'ai pas besoin, je pense, de longs commentaires devant l'extrême dureté de ce spectacle. Donc pour les visiteurs invités à évidemment entrer dans ces salles de classe successives où se trouvaient des dizaines et des dizaines de corps sur les claies en question. En même temps, il n'y a pas que des corps ainsi conservés, il y a aussi des ossuaires dans certaines de ces salles de classe, ossuaires de ce type, également vous voyez, sur des claies, une pratique que l'on trouve qui se généralise ailleurs, comme à Nyangé précisément, mais pas le Nyangé que Timothée a connu, qui est aujourd'hui reconstruit, le Nyangé que personnellement j'avais visité en 2014, avec vous voyez, ce petit ossuaire donc, qui se trouvait donc, à proximité de l'église détruite. Alors cette politique de conservation et d'exposition des corps et des ossements est ensuite systématisée. En termes de momification des corps, différentes expériences ont lieu, avec des réussites partielles à différents endroits, et c'est ainsi qu'un spectacle stupéfiant est offert donc à la fois aux Rwandais rescapés, aux autres, bien sûr, aux Occidentaux de passage, aux visiteurs, un spectacle également terrible pour les Rwandais. J'ai visité pour la première fois Murambi
en 2008, avec certains rescapés qui ont dit qu'ils avaient mis parfois, qu'ils étaient venus plusieurs fois et que plusieurs fois ils étaient repartis sans pouvoir entrer, et pour qui évidemment la visite était une épreuve terrible. La question aussi du corps des femmes, quand on arrive à identifier des femmes par rapport aux hommes, la question du corps des femmes, de la pudeur, se pose également. Je me souviens d'une visite avec Émilienne où elle se posait des questions sur évidemment la crudité, si je puis dire, de cette forme d'exposition des corps, corps sur lesquels la violence est visible. Et d'ailleurs, ils sont là pour ça. Il n'y a pas besoin d'être médecin légal pour voir ce qui est arrivé à ces corps et ce qu'ont été parfois les derniers gestes de ceux qui étaient vivants avant de mourir sous les coups. Ceci est à mettre en relation, évidemment, avec l'angoisse aussi, cette angoisse du négationnisme qui m'a toujours énormément frappé au Rwanda, qui me frappe à chaque fois, cette preuve par les corps destinée à attester les pratiques meurtrières des tueurs. Les choses, toutefois, ne sont pas fixées une fois pour toutes. Il me semble qu'il existe, je dirais, il existe toujours une forme de tension au Rwanda. En tout cas, c'est comme ça que je l'exprimerai. Et les rescapés qui sont ici, éventuellement, me corrigeront, ou me démentiront, ou bien approuveront, je ne sais. Il me semble qu'il existe aujourd'hui une tension entre cette pratique donc, de monstration des corps des victimes, entre cette pratique mise en place très tôt, donc dès 1996, puis systématisée dans différents emplacements commémoratifs du pays, et une certaine forme de retour aux normes depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire revenir à la pratique de l'inhumation et de revenir sur au fond cette monstration. C'est le cas, c'est donc à Niaroubouye, donc depuis dans l'est du pays, depuis 2016, il y a effectivement des ossements, ce n'est pas dans la grande nécropole, pas de corps entier comme ici à Murambi, mais une immense crypte nécropole contenant des centaines de cercueils, et voilà, le lieu est d'une grande dureté, mais cette monstration des corps qui paraissent être morts hier, cette monstration des corps n'est plus de saison en quelque sorte. Et on pourrait citer là aussi à Murambi même, vous avez ici une des images, ce laboratoire de conservation qui a été installé à partir de 2012, et ce programme donc mené d'abord avec une université britannique, celle de Cranfield, et poursuivi aujourd'hui avec une université allemande, qui serait au fond de conserver seulement certains corps, particulièrement démonstratifs de ce qui a eu lieu, de conserver seulement certains corps spécialement traités dans des sarcophages plexiglas gardés sous vide avec des procédés de conservation très, très modernes et d'ailleurs très coûteux au profit, et une fois ce choix effectué, enterrer ces centaines et ces centaines de corps qui occupent les salles de classe de l'ETO, donc d'enterrer les autres en dignité. J'ajoute que pratiquement, parallèlement, on pourrait en parler, on pourrait, ici encore de nouveau, Murambi, donc en 2008. Parallèlement à cette monstration des cadavres, donc, qui est destinée, me semble-t-il, plutôt à reculer désormais, s'est imposée une autre pratique plus symbolique, métonymique en quelque sorte, à travers l'exposition non plus des corps eux-mêmes ou des ossements, mais des vêtements des victimes. Dans les mémoriaux nationaux qui ont été choisis en 2003, on utilise, et ici donc dans ce mémorial peut-être le plus connu et le plus proche de Kigali, Nyamata, on utilise ces vêtements des victimes exhumées pour figurer la mort de masse, ici l'influence évidemment d'Auschwitz, le mimétisme mémoriel avec la Shoah est sans doute assez évident. Vous avez ici donc l'église de Nyamata, en cette photo de 2010, et voilà encore, vous voyez, la dimension massive de la disparition frappe immédiatement le visiteur, alors que les chiffres finissent par ne plus avoir de signification.
voilà, une autre vision, hein, avec ces vêtements sur les bancs, comme si les victimes étaient encore présentes sur les bancs où elles assistaient donc à la messe. Et puis cette vision de l'église de Narma en 2010, qui est maintenant, voilà, on ne peut plus voir sous cette forme, puisque le site a été en quelque sorte, si je puis dire, normalisé, à mon avis aseptisé, parallèlement au projet de classement de l'UNESCO, mais c'est ainsi qu'on pouvait la voir encore en 2010. Je conclus. Vous voyez, il me semble qu'à la violence extrême du génocide des Tutsis rwandais, à la violence, enfin, au déploiement tellement massif des pratiques de cruauté, a répondu aussi une forme de grande violence de la commémoration, dont les pratiques d'exhumation, exhibition des corps, réinhumation ne sont qu'un aspect. Hein, les chants, la dureté de certains chants, des témoignages, la dureté des crises traumatiques, etc., lors des commémorations, sont d'autres aspects de cette violence d'après-coup, hein, qui porte elle-même, qui témoigne de manière indirecte, mais qui témoigne néanmoins de manière très éloquente, hein, de la violence de ce qui a eu lieu. Deuxième point, il me semble que l'exhibition, effectivement, ce que j'appelle la monstration des corps suppliciés, momifiés, tels que je vous les ai montrés, le regroupement d'ossements en masse, le regroupement aussi, tout aussi massif, de l'entour des corps, de ces vêtements hein, que l'on voit ici plutôt sur les murs et ici suspendus au plafond, eh bien, est la partie centrale, hein, de cette forme de violence commémorative. Je dis tout de suite que quand je parle de violence commémorative, je ne porte aucun jugement sur cette violence. Je constate que voilà, cette commémoration, hein, est un choc, hein, constitue un choc, et un choc effectivement d'une grande violence pour ceux qui y sont confrontés. Et en même temps, il me semble que l'on peut constater que cette violence assez frontale est en cours d'atténuation, une forme de normalisation progressive se fait jour. Elle m'a frappé lors des commémorations à Kigali en avril dernier. Je me souviens de la première commémoration à laquelle j'ai assisté en avril 2008 à Nyamata justement, et puis le soir donc au stade Amahoro, et puis celle hein, d'avril dernier. Eh bien cela n'a plus rien à voir, hein. Il y a une forme de contrôle de ce qui se joue, alors qu'en 2008 encore, et ceci a duré, s'est prolongé ensuite, eh bien on ne pouvait jamais exactement savoir ce qui allait se passer. Hein, aujourd'hui, eh bien, un processus me semble en cours, hein, un processus de, j'ai parlé de normalisation, c'est peut-être pas le très bon mot. Généralement, pour le Rwanda, on manque de mots, et pour le génocide, et pour l'après-coup du génocide. Je vous remercie. Merci Stéphane de nous avoir fait toucher du doigt la dimension d'expérience quasi corporelle de ce régime mémoriel au Rwanda, que tous ceux qui ne sont pas directement concernés mais vont le découvrir, ça a été mon cas à 2 reprises, vous marque réellement et montre aussi une forme de singularité assez radicale par rapport à des pratiques ou des régimes mémoriels que nous connaissons notamment en Europe et pour d'autres événements. Je me tais, nous avons un peu de temps, pas beaucoup, mais un peu de temps. Et donc, voilà, j'ouvre la discussion. Nous allons prendre 2-3 questions et je laisserai les intervenants répondre. Et si on a le temps, on prendra une deuxième vague de questions. Vous êtes sans voix. C'est ce qu'on peut comprendre. Monsieur là-haut, oui. Y a-t-il une position de l'Église par rapport à ces monstrations et de manière générale à ces commémorations? Père Laurent, à vous. Ça s'appelle délégué.
C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, c'est ce que nous vivons. Je ne dis pas, disons, la position juridique de l'Église. Ici, je ne représente pas l'Église. Je me présente moi-même, mais en tant que curé d'une paroisse. Alors, ce que je veux dire ici, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons. C'est-à-dire, vous savez que donc, le génocide a frappé aussi beaucoup l'Église. Ça, c'est un exemple parlant. Donc, ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont morts, donc les victimes. Et il y a aussi le bourreau. Donc, le bourreau aussi est un homme croyant, mais évidemment, dans son cœur, il a effacé Dieu pour supprimer son semblable. C'est ce que nous avons remarqué. Alors, l'Église, parce que justement, nous avons connu un racisme très profond, avec plusieurs étapes. Eh bien, si vous avez bien suivi ce qu'a dit Timothée, eh bien, un petit peu comme Séron Batanaz, il est l'homme de l'Église, c'est un prêtre, mais qui en lui-même est un génocidaire, dans le sens que il nie l'autre. Il nie l'autre parce qu'il a supprimé. Alors, dans l'Église, il y a ceux qui vivent la banalisation, le déni, et une autre partie qui fait vraiment la commémoration comme il faut. Je dirais que nous avons ces trois types de prêtres. La banalisation, où il y a vraiment, où on ne parle même pas de commémoration, ou bien on le dit, mais d'une façon artificielle. Alors, le déni, ce qui ne veut même pas dire que ce n'est pas le génocide, qu'il s'agit d'une guerre entre deux personnes, et d'autres où on fait vraiment des veilles de commémoration, des prières, des neuvaines, donc des gens qui aident des personnes à vivre, disons, la commémoration comme il faut. Voilà, donc nous sommes différents. Et cette différence, ça montre notre Église. Dieu nous a créés différents, mais nous avons la loi de Dieu, de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Merci. Alors, pour ajouter un mot à votre question, en ce qui concerne en particulier la seconde commémoration de 1996, il y a eu un moment de grande tension entre le nouveau pouvoir et l'Église, en particulier en 1996, puisque la date de Pâques tombait à ce moment-là le 7 avril. L'Église ayant demandé à ce moment-là au pouvoir de décaler au 8 le début des commémorations. Oui. Alors là, du coup, il y avait évidemment une sorte de... C'est-à-dire, je crois qu'on le veuille ou non, l'Église catholique, dans ces idéologies-là, disons, a un rôle à jouer, Donc, je ne sais pas si vous avez bien suivi, par exemple, la révolution de 1959, la révolution de Hutus en 1959, qui ont fait la révolution. Ce sont les anciens séminaristes. Le premier président était ancien séminariste, le deuxième, ancien séminariste. Alors, en 1959, le Rwanda n'avait pas d'université. Donc, les instituts supérieurs qu'on avait au Rwanda, c'était des grands séminaires. Alors, pour dire tout simplement que la révolution de 1959 est une révolution pure et simple, tramée par l'Église catholique. Alors, c'est là justement où le gouvernement actuel a un problème avec l'Église catholique, dans le sens que c'est une Église qui, avec le temps, a continué à vivre ce racisme que Jean-Pierre Chrétien a expliqué. Alors, quand il y a la commémoration qui tombe le jour de dimanche, ou bien le jour de Pâques, eh bien, ça devient quoi? Ça devient un problème, une chicane. Alors voilà, donc nous sommes là, dans une lutte, mais voilà, c'est ça. Timothée nous a bien expliqué le procès Seromba. Il a été condamné définitivement en appel, je pense à une vingtaine d'années. Il n'est pas le... Avis à la prendre. Avis ? Oui, avis.
Il n'est pas le seul. Et, je voudrais savoir, donc, l'Église catholique et le Vatican communiquent beaucoup actuellement sur la pédophilie. Quelle est la position officielle du Vatican sur les condamnations pour génocide de prêtres? Alors, déjà, pour rappel, au TPIR, c'est en tout 3 prêtres qui sont passés du moins en procès. On a le premier qui est donc Seromba, le deuxième, je ne me trompe pas dans l'ordre, qui était Manuel Rocundo, qui était, je crois, chapelain militaire au moment du génocide. C'est ça, aumônier militaire. Au moment du génocide et qui a été condamné à 25 ans de prison et qui aujourd'hui est sorti de prison. Et le troisième, Hormisdas Nsengimana, qui quant à lui a été acquitté. Parce que le procureur n'a pas réussi à apporter à la preuve selon les juges. La position officielle du Vatican sur ces génocidaires, à ce que je sache, il n'y en a pas. Du moins, le père Seromba n'a pas été excommunié. Il reste prêtre et la position officielle de l'Église sur le fait, je ne sais même pas s'il y a vraiment une position en tant que telle. Je ne crois pas, il me semble que c'est pour moi, enfin, c'est un grand regret, j'espère peut-être que les choses viendront, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de réflexion théologique de l'Église sur le génocide. Pardon? Oui, je sais bien, mais je parle de Rome. Parce que vous disiez tout simplement que celui qui commet un péché social, parce qu'entre nous, quand nous avons découvert notre frère, nous avons des officiers ecclésiastiques qui nous évêques nous met ensemble, et c'est de l'église a fait quoi? Mais quand il y a, si je commets un péché de la société, et bien là-bas, c'est donc vraiment qui commence. Sinon, je veux dire qu'on n'a pas traité ce problème-là. Les évêques ont refusé. Ah, du Rwanda, oui. Oui, mais ce qu'on parlait de ces... Parce que nous, on parlait du Saint-Siège, mon père. On voulait qu'on les excommunie. Ces prêtres qui ont tramé le génocide. Alors là, sincèrement, ils nous ont dit, nous allons en traiter. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore traité cela. Mais je crois que ce n'est pas seulement une question, je crois, de sanctions. La grande question qui se pose, c'est que l'Église catholique n'a pas, à mon avis, au niveau de Rome, au niveau du Saint-Siège, n'a pas, sauf erreur de ma part, en tout cas, j'ai rien, je sais si moi-même... Mais dernièrement, nos évêques sont allés voir le pape François, puis le pape François a demandé officiellement, vous devez affronter votre histoire. Voilà, nous sommes en train d'affronter notre histoire. Voilà, il y avait une question tout à fait en haut. Comment s'organise le rituel de la commémoration? Est-ce que c'est les autorités civiles qui pilotent vraiment, ou est-ce que c'est bien laïcisé, ce rituel, ou alors la présence de l'Église est obligatoire? Parce qu'il n'y a pas que l'Église, après tout, comme religion, elle est dominante, certes, l'Église catholique, mais il y a d'autres obédiences. Donc, comment ça s'organise, ce rituel? Qui en prend l'initiative et comment... Alors, je vais être trop divergent qui peut-être peut dire quel est le point actuel, l'état actuel de la situation sur le plan de l'organisation. Je pense que c'est lui qui nous donnera le point de vue le plus précis. Bon, merci d'abord pour toutes ces questions-là que vous posez. Et quand il y a des questions, on espère qu'il y a des réponses. Donc n'attendez pas les réponses de chez nous seulement, vous pouvez même proposer des solutions. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un peu compliqué la mémoire. Voilà. Il y a ce que j'ai vécu, donc j'ai ma mémoire individuellement. Et avec mes frères et sœurs, il y a une mémoire que nous partageons en famille. Et puisque je ne suis plus seul, nous sommes obligés d'avoir certains critères sur lesquels nous allons nous entendre pour justement organiser notre cérémonie rituelle. Le rituel, quoi, puisque la mémoire, elle, reste.
Et si maintenant nous sommes une région, ça devient plus compliqué. Nous devons justement nous entendre. Voilà, il faut des règles. Alors, ce que fait le gouvernement, c'est mettre en place des grandes lignes. Aujourd'hui, par exemple, si on va commémorer, si je regarde dans ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui, on se dit la commémoration commence à telle heure et ça va se dérouler de telle façon, de telle façon, de telle façon. Aujourd'hui, il n'y a plus de messe dans la cérémonie de commémoration. Alors qu'avant, partout, on commençait, la messe faisait partie du rituel de la commémoration. Maintenant, si on est croyant, on est catholique, on est protestant, vous faites la messe avant et vous commencez les cérémonies de commémoration après. Parce que tout le monde n'est pas de votre confession. Aujourd'hui, comme on croit en Dieu beaucoup, et si nous organisons une cérémonie de commémoration, par exemple à Oradour, toutes les confessions religieuses qui sont là, les protestants, les musulmans, les catholiques, ils vont choisir un parmi eux qui va faire une prière. Pas une messe, pas, je ne sais pas comment vous appelez, les 30 minutes où on explique l'évangile. Non, non, non. Une prière et pour tout le monde. Et puis, la cérémonie continue. On donne plus d'importance au témoignage et à... Ichigandro, c'est quoi? Voilà, une discussion. La tendance actuelle, c'est que les gens prennent plus de temps pour la réflexion sur la planification, l'exécution du génocide, mais surtout sur la prévention. Voilà. Mais, comme le disait Stéphane, s'il y a des corps qui ont été retrouvés, là, on va aussi les inhumer. S'il y a un mémorial tout près qui est en train d'être pas réhabilité, mais plutôt comment est-ce que vous dites? Le mémorial existait, mais maintenant on cherche à la... Voilà. Alors dans ce cas-là, justement, il y a encore inhumation. C'est pourquoi il disait à Kinazi, on a inhumé 2, 3 fois, 4 fois. Voilà. C'est chaque fois en fonction de ce qui se passe à ce moment-là. Parce que chaque fois que vous allez déplacer les corps, chaque fois que vous allez reconstruire ou réhabiliter un mémorial, ceux qui ont les leurs doivent être présents et encore honorer les leurs. Et la tendance actuelle, c'est que plutôt les gens soient rassemblés dans une cérémonie de commémoration, mais on pense plutôt à l'échange entre les gens sur ce qui s'est passé. Puisqu'on commence à se dire, le jour où on n'aura plus de corps à inhumer, comment est-ce qu'on va faire la commémoration? Le jour où il n'y aura plus de rescapés pour raconter ce qui s'est passé, comment ça sera? Donc, c'est un travail qui est toujours, c'est un processus qui est en cours. Et généralement, on adapte la situation à un certain passé et à certaines expériences que l'on a. Bon, je voudrais peut-être ajouter qu'il a parlé des sites mémoriaux. Aujourd'hui, on cherche à faire une catégorisation des sites. Et on demande aux gens qui ont les leurs dans leur parcelle, dans leur champ, dans la mesure du possible, quand ils en ont la force, de transférer les corps vers les sites mémoriaux. Voilà. Chaque année, nous avons des problèmes avec des gens qui attaquent et qui blessent encore les rescapés. Et certains, on a eu une période où les gens attaquaient, allaient profaner les sites. Et là, on se dit, on amène tout
tous les corps que l'on a retrouvés dans des endroits où le gouvernement peut assurer une certaine sécurité. Voilà. Je ne sais pas, sinon c'est ça. Merci, merci Jean. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Il me semble, à la préfecture de Kibuye, il y a eu beaucoup de transgressions parce que le préfet Clément Kaishema, c'était un médecin, plus le prêtre Athanas Seromba. Mais il me semble qu'à une époque, le Vatican avait fait pression sur le Rwanda pour libérer l'évêque Misago. Est-ce que vous pouvez me réactualiser ma mémoire? Si je ne me trompe pas, effectivement, Augustin Misago, l'évêque, a été acquitté en 2000. En 2000, c'est ça. En même temps, d'ailleurs, et c'est tombé au même moment, d'ailleurs, que la cour d'appel de Ruhengeri avait prononcé l'acquittement de 2 autres prêtres, Jean-Pierre Kayilanga et Emmanuel Ntoulié, je crois que c'était Emmanuel Ntoulié, qui étaient tous les deux présents à Nyangé en même temps que Seromba, et qui étaient accusés d'avoir participé au génocide, du moins d'être restés aux côtés du prêtre. C'est d'ailleurs ce que montrent beaucoup de témoignages, et eux aussi ont été acquittés, effectivement. Sur la question des pressions du Vatican, alors malheureusement je ne suis pas tout à fait expert en la matière et informé, mais je sais que Misago a été acquitté en même temps que Ntoulié. Oui, alors on va prendre une dernière question, monsieur. C'est juste demander des éclaircissements par rapport au rôle du Vatican. C'est en tout cas les difficultés que l'Église a par rapport au génocide, ça on n'en disconvient pas. Mais quelque part aussi, je sais pas, je voudrais que vous confirmiez si c'est possible que le Vatican, au niveau de la communauté internationale, serait la première institution à désigner, à nommer l'indicible comme génocide, en fait, en réalité. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez confirmer? Si, pour au moins montrer que même si au sein de l'institution, le Vatican n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique quelque part pour sanctionner les prêtres qui seraient coupables, mais au moins au moment où l'ONU et la communauté internationale hésitaient pour nommer ce qui se passait, est-ce que le Vatican n'était pas le premier à qualifier ce qui se passait à l'époque? Donc, mais bon, je voudrais avoir des éclaircissements là-dessus pour ainsi. Mais qualifier, ce n'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, me semble-t-il, pour l'Église catholique, et notamment pour le Vatican, c'est de reconnaître l'immensité de l'échec que représente le génocide dans un pays de foi aussi profonde, à 70% catholique, et considéré comme la perle de l'Afrique sur le plan religieux. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça dont il faut rendre compte. Et ce que l'on voit donc, comme type d'explication qui émerge après le génocide et qu'on trouve encore ici ou ailleurs, c'est qu'au fond, l'évangélisation aura été mal faite. C'est évidemment absurde. Je pense que le génocide des Tutsis rwandais s'est déployé également dans la sphère du religieux. Il y a une dimension sacrale dans le massacre. Sinon, bien entendu, par exemple, les statues de la Vierge et du Christ n'auraient pas été profanées, sinon les tueurs n'auraient pas chanté des cantiques à
certain moment, ne se seraient pas réunis comme à Kibero autour de la statue de la Vierge avant de commettre le massacre. Et c'est cette dimension sacrale du massacre dont il faut rendre compte. Et ceci ne peut être fait que d'un point de vue théologique. Et ce travail-là, donc, à mon sens, il n'a pas été fait, peut-être parce qu'il ne peut pas être fait. C'est là, je crois, la question qui se pose, et elle est plus intéressante, je la considère comme plus intéressante et plus profonde que la question des responsabilités des clercs ou de la condamnation ou non-condamnation par le Vatican II. À l'arrière-plan de tout ça, il y a une immense question religieuse, et peut-être une des plus graves, des plus prégnantes de notre contemporain. Et c'est parce que nous sommes, dans nos sociétés, si éloignés du religieux, que nous ne comprenons pas, je parle de l'Occident, bien entendu, que nous ne comprenons pas qu'une question religieuse se pose. Mais elle se pose. Mais je crois aussi que sur cette question, juste pour finir, il y a un autre versant aussi à la dimension sacrale des massacres, qui est très important pour comprendre le génocide dans son authenticité. C'est comment le génocide a aussi été subi de manière religieuse par les victimes. Bien sûr. Et que la seule manière, je pense, de comprendre l'importance de l'objet religieux, et surtout chrétien, dans le génocide, c'est de comprendre que les tueurs qui chantaient des cantiques avant de passer à l'acte, ou même désacraliser l'Église avant de avant de s'en prendre à l'Église, tuaient au même moment des Tutsis qui chantaient des cantiques au moment où ils étaient en train d'être tués, qui racontent dans leur témoignage le Golgotha, le chemin de croix. Et c'est, pour reprendre même les termes de Jean-Pierre Chrétien ce matin, les mots qu'ils emploient ici et l'imaginaire dans lequel ils sont n'est pas un imaginaire. Ce n'est pas un décor ou une manière de parler ou une certaine, comme on peut invoquer Dieu à tout bout de champ par réflexe. C'est des choses qui ont une substance, qui ont une vraie force et qui montrent que le religieux dans le génocide est un espace, si on veut, partagé. Et c'est ça qui, je crois, fait encore plus la difficulté de cet objet. Je peux faire état en une seconde pour finir des conversations que j'ai eues sur ce point avec le père Desbois, donc bien connu pour avoir son travail d'exhumation des fosses de l'extermination des Juifs en Ukraine en particulier, qui s'occupe maintenant beaucoup des Yézidis et qui, en tant que prêtre, est évidemment particulièrement bouleversé par ces questions. Mais est-ce que le problème, c'est pas que finalement il n'y a qu'une seule victime dans l'Évangile, c'est le Christ? Il n'y a pas de massacre de masse. Et donc, est-ce que, au fond, d'un point de vue catholique, d'un point de vue chrétien, est-ce qu'on peut se saisir chrétiennement d'une question comme celle-là? Moi, c'est la question qui m'intéresse. Merci Stéphane. J'ose dire que la question s'était déjà posée il y a 75 ans. Enfin, évidemment. Alors, on m'a demandé de faire 2-3 mots de conclusion rapide. L'exercice qui est toujours un peu périlleux, mais je le fais volontiers. Alors, je voudrais juste insister sur 2 choses. La première, c'est que vous avez eu la chance de voir une historiographie en mouvement. Enfin, c'est banal de le dire, mais c'est quand même intéressant. C'est une historiographie qui est probablement, en ce qui concerne les historiographies du génocide, ou des génocides, peut-être, ça reste encore une question à creuser, sans doute plus précoce que l'ont été les historiographies, alors du génocide arménien, c'est presque certain, ou même de la Shoah qui a mis quelques années, on va dire, à s'établir en tant qu'historiographie constituée avec des informations stables, etc. On assiste là à un phénomène, quelles que soient évidemment les formes de déni ou de négationnisme, mais il y a malgré tout, et c'est à mon avis la seule réponse possible qu'on pourra offrir à ces formes de déni, une historiographie qui est en train de se constituer, et vous l'avez vu se constituer aujourd'hui, enfin vous avez vu son résultat, ou une partie de ses résultats sous les yeux. Alors je ne vais pas faire de longs discours, mais ce qui m'a frappé, je vais commencer par l'exposé, enfin dire un mot sur l'exposé de Jean-Pierre Chrétien, qui est peut-être, pardonne-moi, le doyen de ses études sur ces questions. Oui, le micro. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que lorsqu'on travaille sur ces sujets, le questionnement reste ouvert jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est-à-dire, plus on avance sur ces questions, et je
pas tellement plus jeune que toi, plus on a le sentiment que l'immensité de la question qui se pose ou des questions qui se posent est devant nous, ce qui peut être parfois perturbant et sans vouloir décourager les plus jeunes qui ont encore un peu de chemin devant eux. Donc ça, c'est très frappant. La deuxième chose, c'est de voir à quel point certains objets, je reprends un peu au vol la remarque d'Annette Becker tout à l'heure sur les transferts cognitifs, je ne partage pas complètement son avis. Il y a des différences, mais il y a aussi de véritables transferts. Il y a, par exemple, sur deux sujets, les deux sujets de cette dernière session, ce qui concerne la mémoire, ce qui concerne la question de la justice, on voit bien, malgré tout, l'influence de ce qu'ont pu être les historiographies de la Shoah ou d'autres génocides, qui jouent de manière directe sur la prise en compte de ces sujets dans l'étude de la question du génocide des Tutsis. Et par exemple, je prends juste deux choses. La première, c'est le procès comme source, bien sûr, qui est banal, à la limite pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets, mais aussi comme objet. Et ça, c'est beaucoup moins fréquent. Le procès est un formidable objet d'histoire parce qu'il met en scène, la plupart du temps, tous les protagonistes, avec un récit spécifique qui n'est pas le récit de l'historien, qui n'est pas le récit du témoin, qui n'est pas le récit de l'accusé, mais qui essaie de produire un autre récit, qui n'est même pas d'ailleurs la synthèse de tous ces récits, mais qui est une voie particulière, qui est celle de la justice. On en a eu un bon exemple tout à l'heure, ou l'exercice auquel s'est livré Stéphane tout à l'heure, qui est au fond d'étudier ce qu'on a commencé à étudier, par exemple pour la Shoah très tardivement, ce qu'on pourrait appeler la première mémoire, c'est-à-dire les premières formes de ritualisation, les premières formes de représentation, les premières formes de mémorialisation qui ont été souvent laissées de côté au profit d'une idée auquel j'ai d'ailleurs en partie contribué, que la mémoire s'est réveillée 30 ou 40 ans après. Or, ça n'est pas tout à fait vrai. Et là, au contraire, sur le Rwanda, on voit bien à quel point les études sur les mémoires les plus précoces, puisque le phénomène est quasi contemporain des premières semaines de la fin du génocide, et en plus à quel point c'est constitutif d'une mémoire sur le long terme. Et puis enfin, alors toujours sur cette idée de l'historiographie, moi ce qui me frappe, et là-dessus Annette Becker a raison, c'est à quel point, ce qu'on pourrait appeler rapidement une anthropologie de la violence, a trouvé dans la question du Rwanda un terrain d'étude absolument exceptionnel, lequel rejaillit sur des terrains autres, encore une fois, la Shoah, l'Arménie ou d'autres crimes de masse. Il y a là, on en a eu de multiples exemples aujourd'hui et hier, un approfondissement de ce qu'est, et c'est parfois très difficile. Mourambi, j'y étais avec Stéphane, je suis resté personnellement à peu près 25 secondes dans une des salles et je n'ai pas pu rester. Je n'ai pas pu tenir tout simplement physiquement. Or, et c'est Stéphane et d'autres qui m'ont convaincu de l'intérêt historique que pouvait représenter une telle scène qui est par ailleurs, pour tout être humain normalement constitué, insoutenable. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement intéressant qui sera et qui peut être une forme de transfert cognitif vers d'autres historiographies. Alors ça, c'est l'historiographie, c'est les historiens, c'est le savoir. Puis il y a un autre élément quand même qui a été central dans ce colloque, c'est bien entendu les témoins. Alors sur le témoin, je n'ai pas envie de dire de banalité. Ce qui m'a frappé, et c'est vraiment sincère, et ce n'est pas des choses sur lesquelles je travaille depuis peu, ce qui m'a frappé dans ce colloque, c'est la puissance du témoignage. Ce n'est pas simplement le témoignage lui-même, ce n'est pas simplement ce qui est dit, bien sûr, mais c'est la puissance du témoignage. Puissance sur trois choses. D'abord, la puissance du détail. On l'a vu par certains témoignages, je pense à celui de Pierre Galinier, par exemple, à quel point, ce n'est pas de la micro-histoire au sens où les historiens vont s'en emparer pour en faire une étude scientifique, mais à quel point l'écoute d'un récit très limité dans le temps, dans son détail, nous éclaire sur énormément de problèmes de compréhension d'un événement qu'on dit par ailleurs sidérant. Parce que les événements sidérants, c'est des événements qu'on ne voit pas. Hein, c'est un peu comme le 11 septembre ou d'autres événements de ce type, caractère foudroyant de l'événement, mais du coup, s'il est foudroyant, c'est la foudre par définition, ça aveugle. Or, le témoignage, ou ce type de témoignage qui entre dans le détail précis, nous empêche justement d'être aveuglés et nous permet d'avoir une certaine compréhension de l'intérieur de ce qu'a pu être, au moins sur l'expérience vécue, un tel événement. Et puis, il y a, là je pense à Émilienne, que
je n'entends pas pour la première fois, je pense à la puissance de la langue. Ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle on n'insiste pas assez. Le témoignage, ce n'est pas simplement le récit d'une expérience, mais c'est un récit subjectif, et c'est un récit qui est porté par une langue particulière. Et parfois, et ça a été le cas, je pense, dans ce colloque, la langue particulière des témoins, leur élaboration, leur puissance d'évocation, la puissance des mots qui ont été énoncés, est au moins aussi importante que le contenu, le sens ou ce que nous allons apprendre du témoignage. Et puis je terminerai là-dessus. Ce qui m'a frappé, alors de la part de tous les témoins, je ne vais pas faire de hiérarchie, c'est la puissance de la survie, c'est-à-dire la puissance du sentiment. Moi, ce qui m'a frappé dans vos témoignages respectifs, c'est l'extrême vitalité dont vous faites preuve. Pas simplement vitalité au sens psychologique, c'est pas mon domaine, mais y compris vitalité intellectuelle, vitalité de l'échange, vitalité le désir de se confronter, d'ouverture. On est quand même à peine 25 ans après l'événement, c'est-à-dire à peine une petite génération. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très profond et de très puissant, c'est le cas de le dire, lorsqu'on travaille sur ces sujets-là. Merci. Et je voudrais juste ajouter un mot. Je voudrais, puisque je fais partie d'une des institutions organisatrices, qui est l'Institut d'Histoire du temps présent, remercier très chaleureusement le Centre de la mémoire d'Oradour, et notamment son directeur qui est ici, Richard Jezierski, pardon. Et je voudrais également remercier Babette Robert qui, avec Hélène Dumas, a organisé cette manifestation. Merci.